Tout le monde pense que le mégalodon était la créature la plus redoutable à avoir jamais sillonné les océans. Le monstre ultime, la star absolue, la célébrité incontestée de la préhistoire marine. Mais, et si je vous disais que le véritable maître des mers antiques n'était pas un requin? Et si le vrai prédateur apex était quelque chose de si brutalement surpuissant qu'il pouvait faire passer le mégalodon pour un poisson rouge un peu trop confiant? Respirez un bon coup, parce qu'on est sur le point de plonger dans les abysses préhistoriques et de rencontrer la créature qui ne se contentait pas de mordre. Elle saisissait, elle retenait, elle déchirait. Imaginez-vous en train de descendre lentement à travers des couches d'eau froide et bleue, dans un océan qui n'existe plus. La lumière s'efface, l'eau s'épaissit en ombre, et quelque part dans ce noir profond, une masse gigantesque glisse silencieusement devant vous, comme un immeuble en mouvement, purposeful, indifférente à votre survie. Dans notre imaginaire collectif, cette silhouette appartient toujours au mégalodon. Le mégalodon, c'est la star, le blockbuster hollywoodien de la paléontologie. Il s'invite dans les films, les mèmes, les titres racoleurs, et dans les cauchemars de quiconque a déjà nagé en pleine mer en se souvenant qu'il a une imagination. Sur Internet, le mégalodon est devenu un réglage par défaut. Un gros macro, mini-meg. Une ombre suspecte près d'un bateau, mégalodon confirmé. Mais voilà la vérité que le fossile record nous révèle, être célèbre ne fait pas de vous le boss final. Parfois, les projecteurs nous aveuglent sur ce qui rôde juste hors du cadre. Soyons honnêtes, le mégalodon mérite sa réputation. Les estimations le placent généralement entre 15 et 18 mètres de long. Ce n'est pas un requin qu'on aperçoit, c'est un requin qu'on vit. Comparé à un humain d'1,70 m, c'est comme croiser un bus submergé qui a décidé que votre espèce ressemble à un encas. Certaines reconstructions suggèrent une tête d'environ 4,5 mètres, une nageoire dorsale imposante et une queue assez puissante pour transformer l'océan en son tapis de course personnel. Le mégalodon n'était pas simplement grand, il était ingénieré pour la prédation. Un corps profilé, une gueule conçue pour trancher les chairs épaisses et des dents qui donnaient l'impression que leur créateur trouvait la démesure trop sobre. Mais les légendes ont tendance à aplatir les détails. Le mégalodon n'était pas partout et il n'était pas imbattable. Les fossiles suggèrent qu'il était fortement associé aux mers chaudes et tempérées. Il utilisait probablement des zones côtières comme nurseries, des habitats plus sûrs, moins profonds, où les jeunes requins pouvaient grandir avec un peu moins de risque de finir en repas. Oui, même les monstres marins ont besoin de crèches. Et voici un détail fascinant. De sérieuses discussions scientifiques existent sur la possibilité que le mégalodon ait eu une forme de thermorégulation régionale, capable de maintenir certaines parties de son corps plus chaudes que l'eau environnante. Cela expliquerait son athlétisme phénoménal. Mais ça a un prix. Une haute performance brûle beaucoup de carburant. Un tel prédateur n'a pas juste besoin de nourriture, il a besoin d'un océan stable et productif pour alimenter le moteur en permanence. Pensez au mégalodon comme à une supercar, magnifique, dominante sur route ouverte. Mais vous n'emmenez pas une supercar dans un champ boueux en espérant qu'elle soit heureuse. Quand les climats changent, que les courants océaniques se réorganisent, que les proies se raréfient, même le plus grand chasseur de la planète doit s'adapter ou disparaître. Et c'est là que l'histoire devient délicieusement inquiétante. Quelque part dans les mers du Miocène, entre 12 et 8 millions d'années avant nous, nageait un prédateur à la silhouette familière. Et son équipement était d'une toute autre nature. Permettez-moi de vous présenter Léviathan Melville, un cachalot géant prédateur, nommé avec un clin d'œil aux monstres marins de l'Antiquité et à Moby Dick d'Herman Melville. Ce n'était pas un géant doux filtrant du krill. Ce n'était pas une baleine chantant tranquillement sous la lune. C'était un mammifère construit pour la violence, un chasseur apex qui pouvait plausiblement affronter le mégalodon dans les mêmes eaux et dans certaines situations, rendre la routine de prédateur suprême du requin considérablement moins garantie. Voici pourquoi. Le mégalodon était un spécialiste de la coupe, de grandes mâchoires, des dents en scie, une morsure conçue pour trancher la chair et neutraliser rapidement. Léviathan, lui, était construit pour saisir, et une fois qu'il avait saisi, il ne lâchait pas. Les fossiles indiquent des dents massives dans les deux mâchoires, supérieures et inférieures, ce que les cachalots modernes n'ont pas pour chasser les grandes proies. Certaines de ces dents dépassaient 30 cm de long, avec une épaisseur terrifiante. Ce ne sont pas des instruments fins, ce sont des structures, le genre de dents qu'on attend d'un animal qui prévoit de mordre quelque chose de grand, de musclé, et capable de se défendre. Son crâne pouvait atteindre environ 3 mètres de long, et en tant que mammifère, il disposait probablement d'une puissance musculaire colossale dans le cou et le corps pour mordre, tordre et déchirer. Moins un trancheur, plus un lutteur. Si le mégalodon est un jeu de lame de rasoir, Léviathan est une pince hydraulique. Les deux sont des cauchemars. Ils ruinent juste votre journée différemment. L'écosystème, la vraie scène, et les différences ne s'arrêtent pas à la gueule. Léviathan appartenait à un groupe plus large de cachalots macroraptoriaux, des prédateurs qui chassaient de grands animaux marins durant le Miocène. Des fossiles liés à ce mode de vie apparaissent dans plusieurs endroits, suggérant que ces baleines n'étaient pas limitées à un seul petit coin du monde. Le spécimen vedette vient de la formation
formation Pisco au Pérou, une région fossile extraordinaire qui préserve toute une communauté marine antique, comme un instantané d'un océan disparu. Imaginez le Pérou côtier aujourd'hui, des déserts secs, des paysages décolorés par le vent. Maintenant, revenez en arrière de plusieurs millions d'années. Cette même région devient une mer grouillante de baleines, de phoques, de poissons et de prédateurs empilés comme les couches d'une pyramide vivante. La formation Pisco préserve des os éparpillés comme des signes de ponctuation à travers le temps, des squelettes de baleines, des dents de requins, des oiseaux marins, une archive à ciel ouvert de drames anciens. Dans un tel écosystème, un prédateur comme Léviathan n'est pas simplement un chasseur, il est un signal. Il change les routes migratoires, il modifie la façon dont les animaux se regroupent, il décide quelles espèces peuvent se permettre d'être visibles. Parfois, la créature la plus puissante d'un environnement n'est pas celle qui tue le plus, c'est celle qui décide quand tout l'océan devient nerveux. Le duel imaginaire, avons-nous des images de Léviathan et du mégalodon s'affrontant dans un combat préhistorique épique? Hélas, non, le Miocène n'avait pas de drone. Mais on peut raisonner par l'anatomie et l'écologie. Un grand requin chasse avec vitesse, embuscade, et une morsure dévastatrice provoquant une perte de sang catastrophique. Un grand cachalot prédateur combinait vitesse et contrôle musculaire pur. Il fonçait, il saisissait, il utilisait son poids et son élan pour lutter contre sa proie. Et ça change tout, parce que l'océan n'est pas seulement une question de qui mord le plus fort, c'est aussi une question de qui contrôle le combat. Un requin peut infliger des dommages horrifiants, mais un mammifère chaud, avec un crâne massif et des dents de lutteur, pouvait potentiellement dominer certaines confrontations, surtout si la proie est grande, mobile, et vaut mieux la retenir que de la trancher et reculer. La fin des géants. Et finalement, les deux rois disparaissent. Pas parce qu'ils sont devenus soudainement faibles, mais parce que la planète a changé les règles du jeu. Des climats plus froids, des courants restructurés, des côtes redessinées, des proies qui se déplacent ou disparaissent. Ces forces peuvent renverser même le prédateur le plus terrifiant. Le sommet de la chaîne alimentaire, c'est un rebord étroit, un seul déséquilibre dans l'approvisionnement en énergie. Et toute la structure tremble. L'évolution ne signe pas de contrats à vie. Elle organise des auditions permanentes. Les géants du Miocène ont émergé parce que les océans pouvaient les soutenir. Et ils ont disparu quand ces océans sont devenus autre chose. Conclusion. Alors la prochaine fois que vous entendez Roi des mers, faites une pause et demandez-vous roi de quel océan et à quelle époque, parce que sous chaque légende se cache un fossile prêt à vous surprendre. Et sous chaque prédateur célèbre se cache un autre challenger que l'histoire n'a pas encore transformé en film. Le mégalodon, la lame vivante, rapide, tranchante, implacable. Léviathan, le lutteur préhistorique, aux dents comme des outils de démolition. Deux stratégies Apex, un seul océan, des règles différentes. Alors dites-moi, vous êtes dans quelle équipe